Salim décide de demander à son ami Toufik de l'aider, de lui trouver un filon. Et donc du coup, lui décide de lui trouver le filon de la harga organisée. Parce que sinon, Salim, il aurait très bien pu peut-être repartir avec des amis à lui, cotiser, prendre une barque, un moteur et partir. Vu qu'il l'a demandé à son ami Toufik, du coup, Toufik a voulu plutôt le protéger. Et donc lui dire, d'accord, je te prends une harga organisée avec des personnes qui vont prendre soin de toi, entre guillemets. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Émission réalisée par Faudil Benamri. Nous avons quitté notre grand studio pour notre petit studio pour accueillir mon invité Neyla Romeissa. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Vous vous êtes enfin confronté à vos émotions pour publier votre premier roman. Ça s'appelle Brûleur au pluriel chez Jean-Claude Lattès, collection La Grenade. C'est donc votre premier roman, un roman sur l'exil inspiré d'histoires réelles qu'on vous a racontées. Oui, c'est une fiction inspirée d'histoires réelles, tout simplement parce que j'ai fait la rencontre de personnes qui ont connu la traversée, donc l'exil. Et en fait, de là, j'ai écrit ce roman-là. Donc en fait, c'est grâce à cette rencontre. Ce sont des bribes d'histoire en fait, que plusieurs personnes vous ont racontées. Oui, il y a eu aussi des silences. Donc du coup, à partir de tout ça, j'ai créé cette fiction-là. Voilà, c'est aussi le travail de la romancière de mettre des mots sur les silences. Oui, entre autres. C'est ce que j'ai essayé de faire. Ouais, c'est plus compliqué sur un reportage. Oui. Votre héros s'appelle Salim. Ça veut dire quoi, Salim ? Salim, ça veut dire sain et sauf, en sécurité. Bientôt 26 ans. Oui. C'est un Algérois rêveur qui idéalise un autre monde qu'il ne connaît pas et il a décidé de faire la harga. Oui. La harga, exactement. La harga, c'est pour tout le monde c'est traverser, brûler les frontières clandestinement dans une embarcation de fortune. Et généralement, en fait, c'est des jeunes qui sont généralement originaires d'Afrique du Nord, donc Algérie, Maroc, Tunisie, et qui s'en vont pour l'Europe parce que cette Europe est convoitée à leurs yeux. Toujours. L'Europe, ça reste toujours la destination convoitée. Aujourd'hui, en Algérie, on rêve pas plus d'aller peut-être au Canada, à Dubaï? Moi, de ce que je sais, non, mais il doit y en avoir. Il doit y en avoir des jeunes qui rêvent du Canada et de Dubaï, mais je pense qu'il y a aussi une certaine proximité avec l'Europe. Et puis, il y a le mythe de l'Eldorado qui existe toujours et qui est toujours là. Toujours? Toujours, oui. Ouais. Il a inventé un mot, lui. C'est un désillusionnaire. Ouais. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un désillusionnaire, comme il le dit, un désillusionnaire, c'est celui qui a foiré ses études, celui qui n'est pas aimé, celui qui ne sait pas aimer. En fait, c'est celui qui vit de la désillusion quotidiennement. Ouais. Et comment elle vient, la désillusion ? Je pense qu'avec la routine, elle vient, cette désillusion-là, quand on n'est pas épanoui, quand il n'y a pas forcément de choses à faire, quand c'est redondant, quand le quotidien est lassant. C'est comme ça qu'elle vient, la désillusion. En fait, il ne se contente que des rêves. Et du coup, il n'y a pas d'espoir, il n'y a plus rien. Donc cette désillusion-là, elle est présente tout le temps. Mais là, on est dans une désillusion post-Irak. Exactement. C'est une désillusion post-Irak. Parce que justement, j'ai vraiment voulu écrire cette histoire, en tout cas, que l'histoire en fait se fasse en 2020. Donc c'est l'année de sa harga à lui. Parce que justement, c'est après le Hirak, il a eu de l'espoir, il est sorti avec ses amis, il est parti faire sa révolution avec ses amis, avec d'autres jeunes. Et finalement, il a vu que ça n'a pas fonctionné. Il sait que c'est mort, en fait. Oui. Et que ça ne va pas déboucher. Oui. Ouais. Il le sait. Il en est conscient. Ouais. Alors, on est au temps du Covid aussi. Aussi. Donc, c'est cette double... Je me demandais au début du livre, je ne sais pas très bien dans quelles années ça s'était passé. Je pensais qu'on était encore sous Bouteflika, en fait. Non. Vous voyez ? Ouais. On est post-Bouteflika. Oui, on est post-Bouteflika, juste après le Hirak. Ça coûte cher, une harga, 750 000 dinars. Surtout en 2020. Mais ça coûte cher parce que c'est une harga organisée aussi. Salim décide de demander à son ami Toufik de l'aider, de lui trouver un filon. Et donc, du coup, lui décide de lui trouver le filon de la harga organisée. Parce que sinon, Salim, il aurait très bien pu peut-être repartir avec des amis à lui, cotiser, prendre une embarcation, une barque, un moteur et partir.
Mais vu qu'il l'a demandé à son ami Toufik, du coup Toufik a voulu plutôt le protéger et donc lui dire d'accord, je te prends une harga organisée avec des personnes qui vont prendre soin de toi, entre guillemets. Entre guillemets, c'est une harga de luxe. C'est ce que pense un autre personnage, mais pas Salim. Salim sait pertinemment que ce n'est pas une harga de luxe. Pour moi, ça ne l'est pas. Comme pour Salim, en fait. Et vous dites que c'est jamais un luxe, de toute façon. Oui. Ouais. Ce n'est pas un luxe de partir de cette manière-là. Même si on choisit de partir de cette manière, ce n'est pas un luxe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous vous intéressez beaucoup au côté émotionnel de ce qu'il vit, ce qui est pas toujours le cas dans les romans qui parlent de cet exil. Lui, c'est une véritable tempête émotionnelle qui y a chez lui. Quelles sont les émotions qui vont le traverser ? Il a plusieurs émotions qui vont le traverser. Il y a déjà la peur, et puis il y a aussi cette envie de partir, cette rage de vaincre, d'essayer d'y arriver. Puis il y a aussi beaucoup de culpabilité. À un moment donné, il se sent coupable. Il y a tout plein d'émotions, en fait. Il y a de la solitude, il y a de la désillusion. Il y en a tout plein. Et je pense que ces émotions-là... en tout cas, les vivre de cette manière, ça n'est causé que par l'exil. Ce n'est que via l'exil qu'on connaît ce genre d'émotions-là. Il est tenté de ne pas partir. Est-ce qu'à un moment donné, il se dit « mais à quoi bon ? Peut-être que non, c'est peut-être pas le bon choix que je fais ». Ça lui traverse l'esprit, mais il sait que c'est le bon choix. Mais ça lui traverse l'esprit. Mais il veut partir. C'est sa dernière carte, en fait. Donc il est obligé de partir de cette manière. Il ne peut pas revenir en arrière, c'est ça aussi ? Il peut revenir en arrière, ouais. Mais il n'en a pas envie. Parce qu'il y a un moment dans l'histoire où il pouvait revenir en arrière. Ouais. Mais il ne l'a pas fait. Qui sont les candidats au voyage comme lui ? Dans le roman ? Ouais. Parce que les femmes sont très absentes de ce voyage. Oui, absolument. En fait, les femmes sont très absentes tout simplement parce que je n'en ai pas rencontré, moi, dans la vraie vie. Et donc, du coup, je n'ai pas eu l'occasion d'échanger avec des femmes. Mais ça ne veut pas dire que les femmes ne brûlent pas les frontières comme le font Salim et ses compagnons de voyage. Les brûleuses existent aussi, en fait. C'est juste que moi, je n'en ai pas rencontré et je n'ai pas voulu tout simplement me... Inventer, oui. J'aurais vraiment voulu en rencontrer une qui me raconte pourquoi elle est partie et de quelle façon elle a envisagé de partir de cette manière, mais je n'en ai pas rencontré. Oui, je me suis demandé si c'était un choix de votre part, mais c'est simplement parce que vous n'aviez pas la matière à écrire. Cependant, il y a une figure féminine, au sens oui, figuré. Oui, bien sûr. Mais des femmes haraga, il n'y en a pas dans le livre, oui. Pas dans le roman. Non. Alors, effectivement, ils sont retenus à un moment donné, ils attendent l'attente du départ. Oui. Ça aussi, c'est quelque chose que les candidats au voyage vivent. Ça dépend, en réalité. Il y en a qui n'attendent pas. S'ils décident de partir seuls, sans que cela soit organisé, je ne pense pas qu'ils vont attendre, ils vont directement partir. Alors, il y a une scène... Alors, je me suis demandé pourquoi, dans le roman, c'est qu'à un moment donné, il jette son passeport dans la mer. Oui. Mais finalement, quand on a décidé de faire ce genre de voyage, on voyage avec son passeport ? Je pense que oui, on peut voyager avec son passeport, histoire de garder une trace quand même. Mais lui, il décide de le jeter. Enfin, il ne l'a même pas décidé de le jeter. On l'oblige. On l'oblige à le faire. À le jeter. Oui. Mais c'est aussi une partie de son identité qu'il a envie de garder. C'est pour ça qu'il prend son passeport avec lui. Ce passeport vide, certes, où il n'y a pas de visa, parce qu'il n'a eu que des refus. Mais je pense c'est important de partir avec quelque chose qui définit ton identité. En tout cas, pour lui, c'était important. La musique a une place très importante dans votre livre. Comment est-ce que vous avez construit la playlist ? La playlist, c'est tout simplement un peu une BO de Brûleur. C'est-à-dire ? C'est quelque chose qui les définit, c'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien. Moi, quand je les ai rencontrés, la première chose que j'avais vue chez certains d'entre eux, c'était les derboukas, c'était la musique. La musique était très présente dans leur quotidien. Et donc, du coup, quand j'ai vu un peu ce qu'ils écoutaient, finalement, il s'avérait que c'était des chansons que j'écoutais aussi, peut-être moins qu'eux, mais ils m'ont raconté
qu'il chantait beaucoup de musique d'exil, comme Ouled el-Bahjab à Borelouh, donc qui parle de « je vais partir dans le radeau ». Et c'est vraiment quelque chose qui les définit. Ça a été logique d'ajouter enfin pour moi en tout cas, ça a été évident d'ajouter ces musiques-là. Bon, la première chanson qu'on va écouter, alors c'est une chanson de Cheb Bilal, qui n'est pas encore de l'exil. Hein. Non. Alors, c'est Darja Darja. Oui. Pourquoi cette chanson ? Cette chanson, tout simplement parce que moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Et comme le décrit Salim, il y a de la poésie, il y a de la grâce dans cette chanson au début, avec ce petit violon. Et en fait, c'était vraiment pour définir Salim, celle-ci. Ça, c'était vraiment la chanson de sa playlist avec son ami Youssef. C'est le book club de Neila Roumeissa qui vient nous parler de son premier roman qui vient de sortir, s'appelle Brûleur, chez Jean-Claude Lattès, à la collection Grenade. Brûleur, le titre s'est imposé tout de suite ou vous avez pensé à un autre titre au départ ? J'avais pensé à un autre titre. Oui, vous avez pensé à quoi ? J'ai le droit de le dire ? Allez-y. Mémoire d'un haraga. Enfin, ouais, mémoire d'un haraga. Moi, je pensais que vous avez pensé à un titre avec le mot haraga dedans. Oui. Et alors, on vous a dit que ça parlerait pas suffisamment au lecteur ? Oui, pas suffisamment. Et puis après, j'ai compris que pourquoi. Et finalement, Brûleur, c'était évident après. Et je l'ai adopté directement, le titre Brûleur. Vous êtes très jeune, avec déjà plein de vie. Oui, c'est ce qu'on dit. Avant. Oui. Vous avez quel âge ? Là maintenant j'ai 25 ans, D'accord. Mais je les ai eus tout récemment. Et vous voulez que je vous parle de mon parcours ? Je vais vous interroger sur votre parcours, mais c'est vrai que c'est votre premier roman et vous passez à un autre mode d'expression puisque vous êtes beaucoup exprimé sur les réseaux sociaux auparavant. Qu'est-ce que le fait d'écrire un livre vous permet de dire de plus sur l'exil que vous n'avez jamais dit avant ? En fait, les autres projets tournaient beaucoup autour de ce que je pensais moi. Mais finalement, en écrivant un roman, je me suis rendu compte, par exemple, que je ne pourrais pas écrire d'autofiction. Parce que finalement, dans mon parcours, il n'y a rien d'extraordinaire, en tout cas de si extraordinaire. Ce que font beaucoup, souvent, les premiers romans sont des autofictions, oui. Où les gens parlent énormément d'eux. Oui, mais moi, je n'aurais pas pu le faire. Certes, c'est vrai que je l'ai fait dans mon premier podcast qui s'appelle Algéroisement Vôtre, où je parlais de mon enfance à Alger, donc je ressassais un peu le passé, l'importance de la nostalgie, etc. Puis après, dans mon autre projet Comme un exil, j'ai un podcast Comme un exil qui parlait aussi de mes émotions. Mais voilà, ça ne peut être que quelques épisodes. Et petit à petit, les émotions rejoignent ce que vous faites. Oui. Pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous parlez plus des émotions ? Parce qu'on n'en parle jamais assez, des émotions. En tout cas, moi, quand je suis arrivée en France, je me suis rendu compte que personne ne parlait de nos émotions, de ce qu'on ressentait. Et je ne comprenais pas pourquoi j'étais la seule à penser que je me retrouvais un peu coupable d'être partie, que je ne savais pas trop si je devais rester ou si je devais rentrer au pays. Et donc, c'est comme ça que tout ça est né, en fait. Ouais. Parce que quand j'écrivais, pour moi, dans des petits carnets, je parlais beaucoup de mes émotions. En vrai, dans des carnets ? Oui, dans des carnets. Moi, je n'écris que sur des carnets. D'ailleurs, ça a été un peu difficile de me mettre sur Word pour le roman, mais je n'écris que sur des carnets. Vous avez grandi à Alger ? Oui. Dans quel quartier ? J'ai grandi entre El Biar et Saïd Hamdine, mais surtout El Biar, parce que c'est mon enfance. Vous avez fait toute votre première partie d'études en Algérie, jusqu'à l'âge de 18 ans. Vous avez un père journaliste ? Oui. Ouais. Oui. Il est journaliste dans quel type de médias ? Là, il est journaliste. Il était chez Radio M avant. D'accord. Et maintenant, il est en freelance indépendant. D'accord. Ouais. Vos parents ont connu, et votre mère ? Ma mère, elle fait de la communication. D'accord. Ouais. Bon, vos parents ont connu ce qu'on appelle la décennie noire. Qu'est-ce qui vous en ont transmis de cette décennie ? Beaucoup de traumatismes. Beaucoup de choses assez compliquées qu'ils ont traversées. Que ce soit mon père ou ma mère. Surtout quand on est journaliste. Oui, mais même ma mère, du coup, ça a été compliqué pour elle. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'ils ont décidé que je parte. Parce que finalement, mon départ, c'était un peu déjà écrit, quoi. Parce que vous quittez l'Algérie, vous avez 18 ans. Oui. C'est jeune. Oui. Pour partir, et là vous découvrez le monde des adultes. Vous vous êtes posé la question de savoir si vous pouviez continuer vos études à Alger ou pas ? Même pas. Non. Non, pas vraiment.
Pas vraiment. C'était logique. Si je demandais à mes parents qu'est-ce que je fais après le bac, tu t'en vas. Mais même moi, je le voulais en réalité, parce que je voyais aussi que tous mes camarades partaient avant moi, ceux que je connaissais qui me dépassaient d'une promo ou deux. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on était une majorité à partir. Ouais. Du moins, dans mon collège-lycée. Et parce que c'est pas tout le monde qui peut partir. Oui, après, il y a Voilà. aussi une question Aussi, de milieu, de moyens et d'ambition. De privilèges. Ouais, de privilèges. Ouais. Faut être clair avec, Ah oui, avec ça. je l'assume totalement. Avant de quitter l'Algérie, vous créez votre blog. Oui. Et vous vous inventez un personnage qui est très éloigné de celui d'aujourd'hui. Oui. Vous aviez les cheveux rouges. Oui, vous avez bien fait vos recherches. J'ai bien travaillé. Mais j'ai pas trouvé la photo avec les cheveux rouges. Ah bon? Si, Pourtant, il y en a. J'ai trouvé la photo avec les cheveux rouges. Pourquoi ce besoin finalement de vous créer une nouvelle identité pour pouvoir faire ce blog? J'avais besoin de m'exprimer. J'avais trop de choses que je n'avais pas dit et je pense que j'avais vraiment besoin de m'exprimer. J'étais adolescente. J'avais vraiment besoin de m'exprimer, de m'amuser, quoi. J'en avais besoin. Et je ne regrette pas du tout. Au contraire, ça m'a beaucoup aidée à continuer à vouloir m'exprimer, à continuer à écrire, à tenter des choses, à essayer de mettre en place des projets, même si parfois je me cassais la gueule. Apprentissage. Oui, voilà. Ouais. Bon, vous n'avez pas gardé les cheveux rouges. Non. Qu'est-ce que vous faisiez dans cette première première aventure sur les réseaux? Je faisais des photos, j'aimais bien. J'étais un peu une enfant d'internet, quoi. Je prenais des photos. C'est comme un peu la nouvelle génération aujourd'hui avec TikTok. Mais moi, c'était plutôt avec Instagram et avec le blog. Ouais. Mais Alger était un personnage important. Très important. De cette aventure. Oui, je voulais un peu me mettre dans le décor d'Alger. Je voulais vraiment tout faire autour d'Alger. Pourquoi vous trouviez qu'il n'y avait pas assez de choses autour d'Alger? Non. À cette époque-là, il n'y en avait pas assez. Maintenant, c'est bon, ça s'est démocratisé, il y a énormément de choses, il y a des vidéos, il y a des photos, il y a tout plein de choses. Mais à cette période-là, c'était quoi, en 2013, 2014, je pense? Il n'y avait pas grand-chose. Il y avait personne aussi qui prenait des photos à Alger, pas grand monde du moins. Non, et donc du coup, je voulais même devenu aujourd'hui, les voyageurs filment Alger et montrent Alger dans sa dimension presque touristique. Oui. C'est vrai. Avant, ça restait un mystère pour ceux qui ne faisaient pas le voyage pour aller voir ce que c'était. Maintenant, ça s'ouvre un peu plus. À l'international, ça s'ouvre un peu plus quand même. Mais oui, avant, c'était pas du tout le cas. Donc c'est pour ça que c'était un peu mon terrain de jeu. J'aimais bien. L'algéroise. Oui, entre autres. Vous avez toujours écrit? Toujours. J'ai toujours écrit. Même quand j'étais petite, je m'en rappelle, vraiment toute petite. Mes parents me demandaient de raconter une histoire et c'est eux qui l'écrivaient. Et moi, je la racontais, donc c'était comme si je la leur dictais, en fait. Et eux, ils l'écrivaient. Et puis, parfois, il y avait ma mère qui me demandait quelques détails. Elle me disait, oui, mais tu es en train de me parler, par exemple, d'une porte. Mais elle était de quelle couleur, cette porte? Elle était de quelle forme? Et en fait, cette passion de vouloir raconter des histoires, je l'ai finalement depuis que je suis petite. Ouais. Vous êtes passé de l'oral à l'écrit aujourd'hui. Oui. Donc, ça a commencé par des histoires que vous racontez à vos parents. Puis après, il y a eu l'histoire d'amour. Oui. Que vous écrivez à l'adolescence. Oui, que je ne vivais pas, surtout. C'était pas vraiment des histoires que je vivais. Mais une romancière, c'est ça. C'est oui. aussi de raconter des histoires qu'elle ne vit pas. Oui, mais c'est vrai que en fait, c'est marrant quand je me rappelle de ça parce que je n'y avais pas pensé, en fait. Et donc, du coup, le fait que vous me parlez de cette période-là où c'est vrai que j'inventais des histoires d'amour que je ne vivais pas, c'est vrai que c'est lié à Brûleur, au fait de faire de la fiction. Mais mais pour le coup, celles-là, elles étaient vraiment imaginaires. Elles étaient imaginaires, oui, vraiment. Qu'est-ce qui vous inspirait? Les séries turques? Pas du tout. Alors, je ne regardais pas du tout de séries turques. Je pense que moi, regarder les gens, les observer comme un peu une spectatrice, parfois ça m'inspire aussi, en dehors de la culture un peu des États-Unis, comme les séries, etc., mais qui viennent vraiment des States. Il y avait aussi le fait de regarder. Parce qu'en fait, dans mon lycée, il y avait beaucoup de couples tout mignons. Et je pense que quand je les regardais, je pense que ça m'inspirait beaucoup, en fait. On en voyait même se déchirer parfois à la cour de récré, et c'était vraiment... Ils étaient plus grands que nous, ils étaient plus âgés, donc du coup, on les voyait, quoi. Ceci dit, c'est souvent mieux dans la vraie vie
qu'à la télévision. Hein. Oui. La vie a plus d'imagination que n'importe quel scénariste. Oui. Hein. En plus, c'est des vrais gens. Oui. Qui sont toujours plus beaux que, Ah oui, mais totalement. que ceux qu'on voit à la télévision. Puis des vraies histoires surtout. C'est le book club de Neila Romessa ce matin qui vient de nous parler de son premier roman qui s'appelle Brûleur au pluriel chez Jean-Claude Lattès. Alors, il y a les puristes qui disent, on vient d'écouter la chanson de Soul King, Dounia, mais évidemment l'interprétation que vous en avez donnée, c'est l'interprétation que votre héros Salim en donne, lui. Hein, oui, tout à fait. Qui compare l'Algérie à une femme. Exactement. Et Dounia à l'Algérie. Mmh. Ouais. Alors, on a parlé de votre premier podcast qui s'appelait Algéroisement Vôtre, que vous avez créé quand vous étiez très jeune. Mais l'histoire de votre vie, c'est un compte Instagram qui s'appelle Commun Exil. Tout à fait. Comment vous est venue l'idée de créer Commun Exil ? L'idée de Commun Exil, elle m'est venue un peu en me posant pas mal de questions. En fait, j'étais vraiment à une étape de ma vie où je me demandais si je devais rester en France ou rentrer chez moi en Algérie. Et c'est de là où aussi, par le biais de mes écrits dans mes petits carnets, etc., je me suis dit faut absolument que j'essaie de faire quelque chose. Donc j'ai créé ce compte, j'ai commencé à mettre mes petits témoignages dessus, donc ce que je pensais de mon histoire d'exil à moi. Puis après, j'ai envoyé le compte à mes amis, qui m'envoyaient aussi leurs témoignages et que je repostais. Tous les témoignages sont postés en anonyme. Et puis après, en fait, crescendo, il y avait de plus en plus de personnes qui se reconnaissaient dans ces témoignages et qui venaient donner leurs témoignages. Mmh. Et donc, en fait, au fil du temps, je suis un peu devenue une confidente de personnes exilées que je ne connais pas et qui ne me connaissent pas non plus. Et on s'échange juste, ils m'envoient un petit témoignage en message privé. Et puis après, je leur réponds et je poste leurs témoignages. Et on discute aussi un peu. On parle de ce qu'on pense, je leur dis aussi ce que je pense de leur message, si moi j'ai eu la même chose ou si je voyais pas ça de cet angle-là. Et puis voilà, il y a tout plein de témoignages, j'en ai récolté à peu près 700, 800 je pense. Mmh. Et aujourd'hui c'est devenu une association. Oui, enfin, oui et non. Un mouvement, une association, comment vous définissez ça ? On a essayé de mettre en place une asso, mais ça a été compliqué. Donc du coup, là maintenant, oui, c'est peut-être un mouvement, une communauté de jeunes exilés, parce que la plupart sont très jeunes, qui sont là et qui veulent parler de leurs émotions. C'est le plus important. Une plateforme de lecture et d'expression instantanée. Exactement, sur Instagram. Ouais. C'est instantané. Et vous êtes combien aujourd'hui ? Sur Commun Exil, il n'y a que moi qui m'occupe de Commun Exil. Donc du coup, parfois, j'ai pas trop le temps de le faire. Mais sinon, il y a énormément de personnes qui reviennent pour témoigner. Il y en a beaucoup. Pourquoi vous avez choisi le mot d'exil ? Parce que je trouvais que... Pour vous, parce que vous avez eu un exil, entre guillemets, oui, choisi. Choisi, totalement choisi même. Oui. J'ai voulu choisir le terme exil parce que je trouvais tout simplement que le mot immigration était un peu galvaudé. Parce qu'on l'utilise parfois à tort et à travers, on ne comprend pas trop qui sont les immigrés qui ont vraiment immigré et qui sont ceux qui n'ont pas immigré mais qui ont connu quand même l'immigration ou qui sont un peu touchés par l'immigration. Et donc du coup le terme exil, c'est un terme assez brut quand même, que les gens ne comprennent pas forcément parce qu'ils l'associent directement à la douleur ou du moins à la punition, alors que finalement l'exil au sens figuré, c'est toute personne qui se déplace d'un pays à un autre et ce qui certes va connaître quand même pas mal d'émotions un peu compliquées. Oui, mais une personne qui a subi son exil et une personne qui l'a choisi comme moi, alors certes, c'est vrai que moi je viens avec des droits connus de tous, donc avec un visa, des papiers, etc. Vous êtes en situation régulière, comme on dit aujourd'hui. Donc je suis privilégiée contrairement à ceux qui le subissent, mais pourtant ça ne veut pas autant dire que je ne vais pas vivre la solitude, la culpabilité, la nostalgie. Alors certes, c'est beaucoup plus compliqué pour eux, ça c'est clair, mais on va tous vivre des émotions et on peut se comprendre. Quand j'ai échangé avec des personnes qui ont subi leur exil, on s'est rendu compte qu'il y avait tout plein d'émotions qu'on vivait les deux, parce qu'on l'a connu. En fait, on se retrouve quand même seul dans une terre qui, de base, n'est pas la nôtre, qui va peut-être le devenir avec le temps pour certains, mais même pour beaucoup, mais au début, elle n'est pas la nôtre. La nostalgie, c'est ma déclaration d'amour au pays que j'ai quitté. Oui, c'est moi qui l'ai écrit, ça. Mais je sais. Oui. Non, mais je veux dire, c'est de moi, c'est pas de Salim. Oui, c'est ça. La nostalgie, c'est ma déclaration d'amour. Mais c'est en quittant les choses que finalement on est nostalgique ? Oui, clairement. Mais aujourd'hui, pour moi en tout cas. Aujourd'hui, avec l'avion,
et avec WhatsApp, enfin, vous voyez, avec toutes les applications. Mais ce n'est pas pareil. On n'apprécie pas les choses de la même façon. Avec WhatsApp ou même un court séjour à Alger, ce n'est plus comme avant. Parce que les choses ne sont pas restées figées, en fait. On croit toujours, quand on va quelque part, que quand on revient, les choses sont exactement à la même place qu'on les a quittées. Ça, Alors c'est que une pas du erreur fondamentale. Ouais. Mais on y croit quand même. Ou du moins, on l'espère. Et finalement, non. Les choses changent. Les choses évoluent. Cette question de savoir si vous deviez rentrer ou pas, c'est vous qui vous la posez ou ce sont les gens qui vous la posent? Non, c'est moi qui me l'ai posée. À moi-même. En fait, je me posais vraiment la question et je me disais, mais pourquoi je suis venue? Je ne comprenais pas pourquoi j'étais venue. Même si, c'est vrai, oui, j'étais venue pour mes études. Pour j'étais étudier la venue littérature. Oui, oui. Mais il y avait des moments, en fait, quand on se retrouve seul entre quatre murs, qu'on est jeune, étudiant et qu'on ne sait plus trop quoi penser, quoi faire, bah forcément, oui, je pense qu'on a envie de rentrer. Surtout quand on n'est pas avec nos parents, c'est compliqué, quoi. Vous dites qu'il ne faut pas banaliser l'exil. Non, du moins les émotions, en tout cas. L'exil et les émotions de l'exil, il ne faut pas les banaliser. Surtout pas. C'est hyper important et on n'en parle pas. Il n'y a que des statistiques, des chiffres. D'ailleurs, moi, je ne m'y connais pas du tout en termes de chiffres, etc. Mais oui, il n'y a que ça. On ne parle pas assez de ce que ces gens vivent, de ce qu'ils ont subi, de pourquoi ils sont venus, pourquoi ils ont choisi de partir de cette manière ou pourquoi ils ont subi cet exil. On n'en parle pas. Mais quand on a le choix, la question c'est de savoir pourquoi on reste, quelque part. Qu'est-ce qui fait que vous restez en France? Est-ce que vous arrivez à répondre à cette question? Aujourd'hui, oui. Ouais. Moi, je parlais au moment de la création de Comme un exil. Au moment de la création de Comme un exil, c'était compliqué, mais au fil du temps, c'est devenu une sorte de thérapie pour moi. Vous avez donné un sens oui. à ce voyage? Oui, maintenant, je suis heureuse d'être ici. Alors que, au moment de la création de Comme un exil, je me posais encore beaucoup de questions. Mais aujourd'hui, je suis heureuse d'être ici et je sais pourquoi je suis ici. Je me sens presque chez moi ici, si ce n'est totalement. Vous avez dit tout à l'heure, quand vous êtes rentré dans le studio, je suis une détachée. Oui. C'est quoi une détachée? Parce que le mot, si on le prend dans le... Oui. Dans son sens, ça veut dire que finalement, voilà, vous êtes en dehors de tout ça. En dehors de mon pays natal? Non, détaché, c'est quelqu'un qui finalement est bien... voilà. Moi, je parlais du lien plutôt que j'ai avec mon pays natal, enfin, ma ville natale plutôt, et pas mon pays, ma ville. Pourquoi? Parce que c'est là-bas où j'ai passé le plus de temps. Enfin, j'ai visité d'autres villes en Algérie, mais je ne les ai pas assez connues pour en parler. Donc c'est vraiment mon rapport avec Alger et pas avec les autres villes. Parce que les autres villes, peut-être qu'elles me plairaient et que je ne sais pas. Donc c'est vraiment avec Alger que je me sens détachée, oui. J'aime beaucoup Alger, d'ailleurs, ça se sent. Ça se sent? Oui. Salim, il dit des choses et c'est un peu de moi, en fait, par rapport à Alger. J'aime beaucoup cette ville, mais comme lui, elle m'a forgée, mais d'un autre côté, je l'aime mieux de loin. C'est triste, mais c'est réel. Je l'aime mieux de loin. Ouais. Et c'est pour ça que je suis détachée, parce que j'y vais moins souvent qu'avant, alors qu'avant, j'y allais quand même souvent. Quand vous dites moins souvent, c'est quelle fréquence? Là, j'y suis allée dernièrement pour le Nouvel An. Mais avant ça, j'y étais pas allée pendant 1 an et demi environ. Alors qu'avant, j'y allais peut-être chaque 3-4 mois. Mais voilà, le détachement avec Alger est assez triste. Mais à part ça, voilà, c'est pas une histoire de... Enfin, c'est pas douloureux, c'est pas... Ce qui est triste, c'est leur histoire à eux, les brûleurs. Moi, je m'en sors. Salim, vous l'avez pas gâté physiquement. Pourquoi vous n'en avez pas fait un beau gosse? Non, j'ai pas voulu. Vous avez été très méchante avec lui. Oh non, quand même pas. Pas très méchante, mais... Vous trouvez? Ouais. Moi, je l'imaginais mignon quand même. Un peu sec, avec un nez crochu. Oui, Ouais. Il ne rentre juste pas dans les standards de beauté que les codes de la société ont fixés, quoi. Mais c'est quand même mignon. Non, après, j'ai pas voulu en faire, un Apollon, un dieu de la beauté. Non, j'ai pas voulu faire ça, quoi. C'est un mec normal. Vous allez écrire à la suite de son histoire, parce qu'on va pas dire comment ça termine, mais... Je ne sais pas.
Pour être honnête. Vous n'avez pas commencé? Non. Bon, et on va écouter un dernier titre. Alors, c'est Flen. Oui. Alors, je le prononce mal. Alors, vous allez prononcer le nom de la Brida. chanson. Alors, pourquoi cette chanson? Cette chanson, déjà, moi, c'est une chanson... La première fois que j'ai écouté cette chanson, elle m'a directement parlé, quoi. Surtout que c'était la période où je commençais à vraiment être très présente sur Comme un exil, etc. Et c'est une musique qui m'a vraiment parlé. Toutes les paroles, tout ce qu'il dit. Et c'était inévitable de ne pas la mettre. C'était certain pour moi de mettre Brida, parce que c'est une chanson qui nous parle à beaucoup. Ceux qui ont quitté leur ville natale, leur pays natal. Je pense que ça nous parle beaucoup. Alors, montrez votre livre. Ça vous a fait quoi de le voir en vrai, la première fois que vous l'avez vu? J'étais très émue. Je l'ai montré à la caméra. Ouais, montrez-le. Brûleur, chez Jean-Claude Lattès. Il est sorti la semaine dernière. Merci d'avoir été avec nous. Alors, on peut vous suivre sur les réseaux? Oui, sur mon compte Neila Romeissa, tout attaché. Voilà, et vous pouvez commenter la vidéo de l'émission qui a été enregistrée sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Et vous réécouterez l'émission qui s'écoute très bien en podcast. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Et bon dimanche à tous.